Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter du cas de Brenda Spencer, une jeune adolescente qui a commis l'irréparable au sein d'une école. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous, mais comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Brenda Ann Spencer est née le 3 avril 1966 et est la fille de Wallace et Dot Spencer. Brenda a passé son enfance à San Diego, en Californie, où elle a affronté de nombreux obstacles dès les premières années de sa vie. Sa famille a longtemps lutté contre les difficultés financières, ce qui a considérablement influencé sa jeunesse. Lorsque Brenda était encore très jeune, ses parents ont décidé de divorcer, un événement marquant qui a profondément affecté sa vie. Après le divorce, Brenda, alors âgée de 9 ans, est allée vivre avec son père, Wallace Spencer. Wallace, un passionné de chasse, travaillait comme technicien dans une université. Il était souvent décrit comme une personne solitaire et antisociale, vivant dans une grande pauvreté. Il résidait dans une maison située juste en face de l'école primaire Grover Cleveland, dans le quartier de San Carlos. Lorsque Brenda a atteint l'âge de 16 ans, elle était une adolescente de petite taille, mesurant environ 1,57 m. Elle était mince, avec des taches de rousseur et de longs cheveux roux. Ses camarades de classe la considéraient comme une fille plutôt négligée, qui était timide et qui n'avait que très peu d'amis. Ses professeurs et ses amis la décrivaient comme une personne plutôt introvertie. Les enseignants la voyaient comme une élève réservée, tandis que ses amis du lycée la percevaient comme étant assez calme et profondément attristée par l'absence de sa mère. Les effets d'une famille brisée, combinés à la pauvreté et un environnement instable, ont laissé une empreinte indélébile sur l'enfance de Brenda, impactant lourdement son développement précoce. En grandissant, Brenda a montré des signes alarmants de détresse émotionnelle ainsi que des problèmes de comportement. Les voisins de la famille rapportaient que Brenda avait déjà un certain passé rempli de petits vols, de consommation de drogue et d'absentéisme scolaire. Les dossiers de l'école révélaient qu'elle rencontrait souvent des ennuis durant les rares moments où elle y était présente. En raison de son comportement perturbateur, Brenda a été envoyée dans un établissement spécialisé pour les étudiants à problème. C'est dans cet environnement, en 1978, que le personnel a averti les parents de Brenda qu'elle manifestait des comportements suicidaires, ajoutant une couche supplémentaire de préoccupation à son histoire déjà bien troublée. Brenda Ann Spencer manifestait également une forte impulsion à attirer l'attention par des choses bien sombres et glauques. Elle parlait fréquemment à ses amis de son obsession pour l'anarchie et les crimes, ainsi que de son désir ardent de participer à quelque chose de si extraordinaire que ça la rendrait célèbre. Cette quête de renommée à tout prix révélait une partie troublée de sa personnalité. Ses camarades de classe, et ceux qui la connaissaient bien, témoignaient plus tard de son aversion prononcée pour les forces de l'ordre. Elle avait même souvent évoqué l'idée de tirer sur la police, car elle pensait que ce serait un acte si spectaculaire que ça la ferait passer à la télévision. Brenda fantasmait régulièrement sur le fait de devenir tireur d'élite, alimentant ainsi ses sombres désirs de célébrité macabre. L'été suivant, Brenda a mis en action certains de ses désirs. Elle a été arrêtée pour effraction, cambriolage et tir avec un pistolet à plomb sur les fenêtres de l'école primaire Cleveland. Cet acte de vandalisme n'était que le début d'une série d'incidents préoccupants. En décembre de la même année, Brenda a subi une évaluation psychiatrique menée par son agent de probation. Les résultats de cette évaluation ont révélé des préoccupations sérieuses quant à sa santé mentale, alors il a été recommandé que cette dernière soit admise dans un hôpital psychiatrique, en raison des signes croissants de dépression qu'elle manifestait. Cependant, son père, Wallace, refusait catégoriquement cette recommandation. Le personnel de l'école avait déjà informé ses deux parents de leur inquiétude, soulignant qu'ils pensaient que Brenda était une personne à risque quant au suicide,
Il était vraiment urgent que l'on s'occupe d'elle, qu'elle soit entourée, qu'elle soit suivie par des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, qu'elle aille, pourquoi pas, dans un hôpital psychiatrique afin d'être encadrée, d'être soignée, et qu'il y ait une prise de médicaments afin que son état puisse s'arranger. Le but était que cette petite ne mette pas fin à ses jours. Mais malgré ces avertissements, eh bien, son père a complètement ignoré toutes ses préoccupations et a carrément demandé aux responsables de l'école de laisser sa famille tranquille. Finalement, un petit peu comme s'il s'en foutait complètement. À l'époque, les raisons de la détérioration de la santé mentale de Brenda étaient encore incertaines, mais ses actions montraient clairement les signes d'une adolescente en grande difficulté, qui nécessitait une intervention urgente. Pourtant, Wallace, son père, a continué d'ignorer tous les signaux pourtant alarmants qui faisaient que de clignoter un petit peu partout. De manière même choquante et complètement irresponsable, personne n'a compris pourquoi il a commis cet acte. Il a décidé d'offrir à sa fille, qui est suicidaire, je vous le rappelle, un fusil semi-automatique pour Noël cette année-là. Le fusil, équipé d'un viseur télescopique et accompagné de 500 cartouches, était un cadeau lourd de conséquences. Ce même fusil a en effet été utilisé par Brenda Spencer le 29 janvier 1979, quelques semaines seulement après Noël. L'adolescente a plus tard expliqué que pour Noël, elle avait initialement demandé une radio, mais que son père lui avait acheté une arme à feu. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi il a choisi de lui offrir cette arme à feu. Et cette décision tragique de ce dernier de donner une arme à sa fille au lieu d'un cadeau plus approprié illustre à quel point les signes de détresse de Brenda ont complètement été négligés. Les événements qui ont suivi témoignent de la gravité de l'état mental de Brenda et de l'impact dévastateur de la négligence de son père. Cette série de choix malheureux a abouti à une tragédie qui aurait pu être évitée si les signes avaient été pris au sérieux et si Brenda avait reçu l'aide dont elle avait désespérément besoin. Cette dernière a d'ailleurs déclaré ceci concernant ce fameux fusil qu'elle a reçu pour Noël. « J'ai senti à cet instant qu'il voulait que je me tue. » Malheureusement, la quête sombre de Brenda a atteint son apogée durant la tragique matinée du 29 janvier 1979 vers 8h30. Armée de son nouveau fusil semi-automatique, Brenda Spencer a ouvert le feu sur l'école primaire Grover Cleveland, située juste en face de sa maison. De sa fenêtre, elle avait une vue dégagée sur le terrain de l'école, ce qui lui a permis de tirer sans discernement sur quiconque se trouvait à sa portée. Les élèves arrivaient pour entrer en classe, se trouvant à environ 50 mètres de distance lorsque Brenda a commencé à tirer. Elle a visé en premier lieu les écoliers qui attendaient que le directeur de l'école, Burton Wragg, un homme âgé de 53 ans, ouvre les portes de l'établissement. Brenda a tiré 36 balles au total, dont 11 qui ont atteint leur cible. Parmi les victimes, Burton Wragg et le gardien de l'école, Mike Suchar, un homme âgé de 56 ans, ont mortellement été touchés. Ces deux hommes ont été pris dans la ligne de tir alors qu'ils tentaient courageusement de protéger les élèves et surtout de pouvoir les mettre à l'abri. Leurs efforts héroïques n'ont malheureusement pas pu empêcher leur décès. 8 enfants, âgés de 9 à 13 ans, ont également été blessés au cours de l'attaque. Mais heureusement, ils ont survécu à leurs blessures. Brenda a choisi certaines de ses cibles de manière particulièrement arbitraire. Par exemple, elle a visé Cam Miller, un garçon de 9 ans, simplement parce qu'il portait du bleu, sa couleur préférée. Heureusement, Cam a survécu à l'attaque malgré la proximité mortelle du tir. Monica Selvig, également âgée de 9 ans, a été touchée par une balle qui a traversé son estomac, frôlant de près sa colonne vertébrale avant de sortir par le dos. Mary Clark, une autre enfant de 9 ans, a reçu une balle dans le bas du dos. Jolie Roberts, une autre élève, a été touchée sur le côté, la balle traversant son corps et manquant de peu de toucher ses reins. La police de San Diego est heureusement rapidement arrivée sur les lieux afin de sécuriser la zone et de neutraliser Brenda. Lors de leur intervention, Robert Robb, un policier de 28 ans, a été touché au cou par une balle, mais heureusement, lui aussi a survécu à ses blessures. Malgré l'arrivée des forces de la SWAT, Brenda a réussi à s'enfermer dans sa maison, ce qui a rendu, évidemment, l'accès difficile aux policiers. Pendant ce temps, Brenda, comme si de rien n'était,
a continué de tirer sur l'école, prolongeant ainsi la durée de l'attaque à environ 16 minutes. Au total, elle a tiré 36 coups de feu. La situation est devenue encore plus dramatique par la capacité de Brenda à se retrancher et à maintenir sa position. Cependant, l'intervention rapide de la police a heureusement permis d'éviter que d'autres personnes ne soient abattues. Ted Kazinak, un agent de patrouille, avait pris l'initiative d'arrêter un camion de poubelle et de le conduire jusqu'au parking près de l'entrée de l'école. Cette manœuvre a permis de bloquer la ligne de tir de Brenda et de protéger davantage les enfants ainsi que le personnel de l'école. De cette manière, le camion de poubelle a obstrué la ligne de tir de Brenda, servant de bouclier et permettant aux secours, surtout, de retirer les blessés en toute sécurité de la scène et de pouvoir, en même temps, les soigner au plus tôt. La confrontation entre Brenda et la police a duré plus de 6 heures. Mais finalement, vers 14h30, Brenda s'est rendue d'elle-même, sortant de la maison et déposant son arme sur l'allée. Elle s'est rendue après que le négociateur principal de la police, l'agent Paul Olson, lui a promis un repas chez Burger King. Brenda a alors été appréhendée puis détenue à la prison de San Diego City. L'un des aspects les plus troublants de cette journée tragique a été l'interview de Brenda par Gus Stevens, un journaliste du San Diego Evening Tribune. Les journalistes, cherchant évidemment à obtenir des informations, avaient contacté plusieurs voisins de la région par téléphone et sont parvenus à joindre Brenda. Sa réponse a été choquante par son absence totale de remords ou même de chagrin. Elle a déclaré avec des involtures « Je n'aime pas les lundis, j'ai juste commencé à tirer pour le plaisir ». Cette déclaration, vous vous en doutez, a fait sensation, révélant une indifférence glaciale face à la gravité de ses actes. Il faut quand même rappeler que 2 personnes sont mortes et qu'il y a eu beaucoup de blessés. Brenda a également expliqué aux négociateurs de la police que les écoliers et le personnel qu'elle avait abattus étaient comme un troupeau de vaches, ce qui les rendait faciles à viser, que c'était finalement comme tirer sur des canards dans un étang. Malheureusement, parmi les victimes, le directeur Burton Wragg, âgé de 53 ans, et le gardien Mike Sochar, âgé de 56 ans, ont perdu la vie en tentant de protéger des enfants. Ces 2 décès ont évidemment été un coup terrible pour la communauté. Heureusement, il y a eu aussi des survivants. Les 8 enfants blessés, ainsi que l'agent Robert Robb, ont rapidement été transférés à l'hôpital local et ils ont pu se rétablir. Certains des enfants ont même été autorisés à quitter l'hôpital le jour même après avoir reçu des soins. Néanmoins, bien que les blessures physiques se soient guéries, le traumatisme psychologique de cette expérience a marqué profondément tous les survivants. Ils ont dû vivre avec les séquelles émotionnelles de cette journée pour le reste de leur vie, une réalité qui ne peut être effacée aussi facilement que des blessures corporelles. Concernant Brenda, si ses appels à l'aide avaient été pris au sérieux et si une intervention appropriée avait été mise en place, cette tragédie aurait largement pu être évitée. Le fait que son père ait ignoré les multiples avertissements concernant sa santé mentale et lui ait offert une arme à feu pour Noël au lieu de l'aide dont elle avait besoin, n'a fait qu'exacerber une situation déjà bien fragile. Ainsi, cet événement tragique sert de rappel sombre et poignant à la nécessité d'une vigilance accrue et d'une intervention précoce lorsqu'il s'agit de troubles mentaux, en particulier chez les jeunes qui sont bien souvent plus fragiles que des adultes. Brenda a plaidé coupable et bien qu'elle soit encore mineure à l'époque, elle a été inculpée comme une adulte en vue de la gravité de ses actes. Elle a été reconnue coupable de fusillade de masse, de double meurtre et de tentative de tuer des enfants. Elle a également reçu 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour les décès du directeur Burton Wragg et du gardien Mike Sochar. 9 chefs d'accusation de tentative de meurtre ont été rejetés, mais elle a aussi été inculpée de plusieurs chefs d'accusation d'agression avec une arme mortelle pour avoir blessé 8 élèves et 1 policier durant cette fusillade. En raison de son jeune âge, même si elle a été jugée comme une adulte, Brenda a échappé de peu à la peine de mort. Le 4 avril 1980, un jour après son 18e anniversaire, le juge de la Cour supérieure, Byron McMillan, l'a condamnée à une peine de 25 ans à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Brenda n'a montré aucune émotion lors de l'énoncé de la sentence, et au fil des ans, cette dernière a demandé à plusieurs reprises sa libération conditionnelle, mais ces demandes ont systématiquement été refusées,
que ce soit en 1993, 2001, 2005, 2009, 2014, 2016 et 2022, toutes ces demandes ont été rejetées. La commission des libérations conditionnelles a justifié ces décisions en citant l'état mental psychotique et inapte de Brenda, indiquant qu'elle ne pouvait être libérée en toute sécurité dans le public. Lors de sa première audience de libération conditionnelle en 1993, Brenda a déclaré qu'elle avait espéré que la police la tue pendant l'attaque. Elle a également affirmé avoir été sous l'influence de drogue et d'alcool durant la fusillade, alors que pourtant, les tests toxicologiques réalisés au moment de son arrestation n'ont révélé aucune trace de stupéfiants. Bien que des bouteilles vides de bière et de whisky ont été trouvées dans la maison, il semblait qu'elles appartenaient à son père et Brenda ne paraissait pas être en état d'ébriété au moment des faits. En 1998, alors âgée de 35 ans, Brenda a retiré sa demande de libération conditionnelle, choisissant de rapporter son audience de 3 années supplémentaires. Cette décision reflétait peut-être une prise de conscience de son état ou alors une reconnaissance des faibles chances de succès de sa demande. Le cas de Brenda soulève évidemment des questions importantes sur la manière dont la justice traite les jeunes criminels et la nécessité d'une intervention précoce pour les troubles mentaux. En 2001, lors d'une audience pour sa libération conditionnelle, Brenda a accusé son père de violences physiques et d'abus sexuels. Bien que son père ait évidemment nié toutes ces allégations et que le président de la commission de libération conditionnelle ait exprimé des doutes sur leur véracité, Brenda n'avait jamais fait part de ces accusations auparavant. En 2005, un incident d'automutilation impliquant Brenda a été rapporté par Richard Sachs, procureur adjoint du district de San Diego. Cet incident remontait à 4 ans auparavant, survenu peu de temps après la libération de son ancienne petite amie qui était en prison. Le procureur a mentionné que Brenda s'était mutilée en se marquant la peau avec un trombone chauffé, y gravant les mots « impardonnable » et « seul » et a déclaré que, pour lui, ça montre très clairement qu'elle n'est pas du tout capable de faire face aux adversités qui lui surviennent. Si le simple fait que le départ de sa petite amie en prison fait qu'elle décide de se scarifier parce que finalement, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus ? Pas une tuerie, ça c'est sûr, eh bien ça prouve qu'une fois qu'elle sera à l'extérieur, elle ne saura pas plus gérer ses émotions et que le moindre petit truc qui va la chiffonner, qui va la blesser, lui faire du mal, à tout moment, eh bien elle peut exploser comme une bombe à retardement et la remettre en liberté, eh bien ce serait mettre en danger des milliers de citoyens. À la suite de cet épisode, un conseil de libération conditionnelle composé de 2 membres a rejeté sa demande de libération. À l'âge de 43 ans, c'était la 3e fois que Brenda voyait sa demande rejetée. Le procureur a continué en soulignant que Brenda était perçue comme fragile et instable mentalement, la considérant comme une femme n'ayant clairement pas toutes ses facultés. Il a ajouté que Brenda affirmait ne pas se souvenir du crime et n'avait donné aucun indice sur ce qui s'était passé. Les tentatives de Brenda pour obtenir la libération conditionnelle en 2009, 2014 et 2016 ont toutes été infructueuses. La commission a réaffirmé qu'elle souffrait de troubles psychotiques qui la rendaient inapte à être libérée. En août 2022, la commission de libération conditionnelle a une fois de plus jugé Brenda inapte à la libération conditionnelle. Je pense que ça n'étonne plus personne à ce moment-là, stipulant qu'elle ne serait pas éligible pour une nouvelle audience avant au moins 3 années supplémentaires. À ce jour, Brenda Spencer reste incarcérée et sa prochaine opportunité pour une audience de libération conditionnelle est prévue pour 2025. Comme toute fusillade de masse, l'attaque de l'école primaire Grover Cleveland a laissé un impact profond et irréversible sur les victimes, leurs familles et la communauté. Les actions de Brenda Spencer ont déclenché une réaction en chaîne dévastatrice qui a affecté plusieurs générations au sein de la communauté. Cam Miller, blessé lors de l'attaque, vous savez, le fameux petit garçon qui était habillé en bleu, ce qui lui a valu de se faire tirer dessus, a depuis choisi de servir en tant qu'agent de probation pour le comté de San Diego. Il a partagé que les souffrances émotionnelles qu'il a endurées rendent les événements de ce matin de janvier 1979 encore très présents dans son esprit. Pour beaucoup d'autres enfants touchés, les effets psychologiques ont été dévastateurs, souvent associés au syndrome de stress post-traumatique, qui a non seulement affecté les victimes pendant des années, mais également leurs proches. La fusillade de l'école primaire de Cleveland reste d'actualité, marquant un tournant tragique mais décisif dans la manière dont la société perçoit les fusillades dans les écoles.
En partie considérée comme l'une des premières fusillades scolaires modernes de ce genre, elle a malheureusement ouvert la voie à une série d'incidents mortels similaires qui ont ensanglanté d'autres communautés dans les décennies suivantes, y compris le massacre de Columbine. Lors d'une audience de libération conditionnelle, Brenda Spencer a exprimé une conscience poignante de la portée de ses actions. À chaque fusillade dans une école, je me sens partiellement responsable. Et s'ils ont eu l'idée de ce que j'ai fait? Nombreux sont ceux qui estiment que ces actions ont pu inspirer d'autres tueurs dans les années suivantes. Toutefois, cet incident a également joué un rôle crucial en mettant en lumière les dangers liés à la violence publique dans les écoles. Il a catalysé des révisions significatives des mesures de sécurité pour les établissements publics et a suscité des débats nationaux sur le contrôle des armes à feu et la santé mentale. À l'époque des faits, la sécurité et le stockage sur des armes à feu n'étaient pas aussi stricts qu'aujourd'hui, ce qui a conduit à des discussions sur la nécessité de verrouiller les armes à feu de manière sécurisée. Comparé à la situation actuelle, la sensibilisation aux problèmes de santé mentale dans les années 70 était très limitée, et ces événements tragiques ont contribué à une prise de conscience croissante de l'importance de soutenir la santé mentale des jeunes et également de prévenir la violence armée dans les lieux publics. Cette tragédie continue évidemment de résonner profondément dans la conscience collective, servant à la fois de rappel des conséquences dévastatrices de la violence armée et d'un appel à l'action pour renforcer la sécurité et promouvoir le bien-être mental dans nos communautés. Le bien-être mental était largement incompris et peu soutenu à l'époque de Brenda. Nombreux étaient ceux qui souffraient en silence, complètement découragés par la stigmatisation associée aux troubles mentaux. Malheureusement, les difficultés de Brenda au sein d'une famille dysfonctionnelle, son état psychologique non traité et l'accès irresponsable aux armes à feu par son père ont convergé vers une catastrophe évitable. Tout ceci aurait largement pu être évité, déjà si seulement son père n'avait jamais décidé de lui offrir une arme à feu. C'est vraiment quelque chose que peu de personnes ont compris, et Brenda avait déclaré en effet qu'elle pensait que lorsqu'il lui a offert cette arme à feu, c'était une façon de lui dire qu'il fallait qu'elle se tue. Alors je ne sais pas si son père a vraiment pensé ça en lui offrant cette arme, mais quoi qu'il en soit, il avait sûrement de mauvaises idées derrière la tête. Tu n'offres pas des armes à feu comme ça à tes enfants, d'autant que, ok, c'est les États-Unis, ok, là-bas ils ont vraiment une culture avec les armes à feu et que on a déjà vu des affaires où les enfants de 13 ans demandaient des armes à feu et les parents les offraient pour Noël. Mais là, pour le coup, elle n'a même pas demandé d'armes à feu. Elle, ce qu'elle voulait pour Noël, c'était une simple radio pour pouvoir écouter de la musique. Ce qui n'avait absolument rien à voir avec une arme à feu, c'est à des années-lumière. Et donc, c'est vraiment incompréhensible que cet homme ait choisi de lui offrir une arme à feu, alors qu'il savait pertinemment que sa fille avait des pensées suicidaires, que mentalement elle était instable, qu'elle avait déjà commis quelques méfaits qui lui avaient valu d'avoir un agent de probation, qu'elle était suivie à cause de tout ça, et qu'il y a eu plusieurs appels au secours pour que quelqu'un s'occupe de sa fille. Et lui, il a décidé de lui mettre clairement le diable entre les mains. Les signes précurseurs de la détresse de Brenda avaient été signalés par les enseignants et la police bien avant la fusillade. Mais Brenda n'a jamais reçu l'aide nécessaire à temps. Pendant son incarcération, cette dernière a été diagnostiquée et traitée pour l'épilepsie ainsi que pour la dépression. Les examens ont également révélé une blessure au lobe temporal de son cerveau, une blessure qui a été attribuée à un accident de vélo antérieur. Élevée dans une maison brisée et marquée par une mauvaise parentalité, Brenda a grandi sous la domination d'un père violent et négligent qui a fait preuve d'une imprudence choquante en lui offrant une arme. Sa mère, Dot, a exprimé plus tard des préoccupations concernant la relation malsaine entre Brenda et son père, mais elle n'a pas pu lutter efficacement pour la garde de sa fille après le divorce. Durant son incarcération, Brenda a confié aux autorités pénitentiaires qu'elle se sentait indésirable au sein de sa propre famille et qu'elle enviait tous les enfants qui pouvaient être protégés par leur foyer. Les tensions familiales ont probablement conduit celle-ci à un usage précoce de drogue et ont exacerbé son hostilité envers les figures d'autorité, la rendant isolée de la société en règle générale. La question de savoir si Brenda pourra un jour s'adapter à la vie en dehors des barreaux reste ouverte, et j'aimerais évidemment bien connaître votre avis là-dessus si vous pensez que oui ou non, il est possible que Brenda puisse un jour sortir de prison sans qu'elle mette en danger d'autres citoyens. Ayant passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux, elle pourrait rencontrer d'énormes difficultés à réintégrer la société, surtout après une telle tragédie. En 2023,
il y a eu un nombre record de fusillades dans les écoles aux États-Unis. Le nombre total d'incidents a dépassé les 300, marquant ainsi une nouvelle hausse par rapport aux années précédentes. Selon les statistiques, il y a eu 306 fusillades dans les écoles jusqu'à la fin de 2023, dépassant le record de 305 en 2022. Ces statistiques comprennent les incidents où une arme à feu était utilisée sur le terrain d'une école, incluant les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, mais excluant les établissements d'enseignement supérieur, donc c'est peut-être même encore plus. Ces chiffres reflètent une tendance préoccupante à l'augmentation de la violence armée dans les écoles américaines, soulignant la nécessité de mesures de prévention plus efficaces et de politiques de sécurité renforcées. Il est effectivement grand temps que les politiques américains se chargent de ça, qu'ils fassent en sorte de limiter la propagation des armes à feu, qu'ils fassent en sorte que la santé mentale de leurs étudiants puisse être prise en compte, mieux en tout cas que ce qu'elle n'est aujourd'hui, puisque il y a visiblement un énorme problème. Alors dans d'autres pays aussi, il y a des problèmes avec des fusillades dans des collèges, nous on a des attaques au couteau, c'est pas forcément mieux non plus, mais il y a quand même une différence quand on voit le nombre d'attaques qu'il peut y avoir chez eux, c'est vraiment affolant. Alors certes, il y a beaucoup plus d'habitants, c'est à peu près 47 fois plus grand que la France, il me semble, ou 23 fois. Il faudrait que je ressorte mes cours de géographie. En tout cas, c'est largement plus grand, donc forcément, plus c'est grand, plus il y a d'habitants et plus il y a de meurtres qui sont commis, c'est logique, mais il n'empêche que c'est quand même des nombres affolants qui ne devraient pas exister. Personnellement, j'aurais extrêmement peur de mettre l'un de mes enfants en école aux États-Unis. J'aurais tout le temps peur qu'un jour le lycée m'appelle, pas pour me dire que mon enfant a séché son cours de maths entre midi et 2, mais plutôt qu'il a eu une fusillade et que potentiellement mon enfant fasse partie des blessés. On n'a pas pour habitude de traiter des fusillades de masse sur notre chaîne, parce que la plupart des fusillades de masse, comme par exemple l'affaire de Columbine, ont toutes été traitées un nombre de fois incalculable sur YouTube, et le but n'est pas non plus de vous faire du réchauffé encore et encore, mais je trouvais cette affaire intéressante, d'autant que pour une fois c'est une femme, et que ça fait partie de l'une des premières tueries de masse qui s'est produite dans une école aux États-Unis. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue pour vous, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires, si vous pensez que Brenda peut un jour prétendre à la réhabilitation ou non. Et je vais vite quitter cette vidéo parce que la lumière est en train de me brûler les yeux. Si j'ai fait une tête bizarre tout au long de cette vidéo, sachez que j'en suis sincèrement désolé, mais elle est en train de me cramer la rétine, ma petite lampe. Voilà. Donc avant de finir aveugle et de ne plus pouvoir vous faire de script et vous filmer de vidéos, je vais vous dire au revoir et vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.